D'un côté, on a la justice américaine qui force une plateforme d'échange majeure à cracher des centaines de millions de dollars. Et tout ça pour la simple raison qu'elle opère avec des règles d'un autre temps, en fait. Ouais, c'est clair. Et de l'autre côté, le leader incontesté de cette même industrie s'apprête à brasser des milliards. C'est complètement fou. Ils veulent transformer le concept même de finance décentralisée en un immense casino numérique avec des marchés de prédiction. En gros, bienvenue dans l'écosystème crypto d'aujourd'hui. Un monde devenu totalement bipolaire, oui. C'est vraiment le mot juste. Et c'est l'essence même de notre exploration approfondie du jour. Parce que on n'est plus du tout face à l'histoire d'une petite révolution technologique linéaire et tranquille. Non, fini l'esprit pionnier des débuts. Là, on assiste en direct à un vrai choc frontal. Absolument. C'est un thriller juridique d'une sévérité inédite qui se joue sur le même écran qu'une explosion d'innovation totalement débridée. Et au milieu de ce chaos, n'oublions pas les grands acteurs, les investisseurs massifs ou les acteurs historiques de l'ombre qui paniquent ou liquident stratégiquement leur position. Avec des pertes financières brutales en plus. Alors du coup, décortiquons tout cela pour comprendre ce qui se passe vraiment sous la surface de ces contradictions. Parce que ce contraste n'est pas qu'une simple coïncidence temporelle, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est la mécanique même d'un secteur qui en fait atteint son point de rupture. Il est forcé de muter. D'accord. Donc on a vraiment trois forces en présence ici. Exactement. Ces trois dynamiques, la pression réglementaire étouffante, la fuite en avant vers des applications hybrides et la paranoïa froide des grands investisseurs, elles sont indissociables. Ouais, la régulation n'est plus un petit nuage lointain, quoi. C'est devenu un coup d'opération quotidien et parfois mortel. Face à cela, l'innovation ne relève plus du simple esprit d'aventure, c'est devenu un mécanisme de survie pur et dur. Un mécanisme de survie, c'est fort comme terme. Ça veut dire qu'ils doivent innover pour ne pas mourir sains. C'est ça. Les plateformes doivent capturer l'attention totale des utilisateurs avant que les législateurs ne viennent verrouiller le système. Et tout ceci se déroule sous la loupe implacable de la blockchain. Où la moindre hésitation psychologique est amplifiée, oui. Bon, commençons par ce qui fait le plus mal actuellement, cette fameuse pression réglementaire. Le bâton de la justice. Voilà. Avant même de s'extasier sur les nouveaux protocoles, il faut regarder l'environnement hostile dans lequel ces entreprises tentent simplement de ne pas couler. Et l'exemple le plus parlant en ce moment, c'est clairement l'affaire KuCoin. Ah oui, KuCoin. On parle quand même d'un acteur historique, un vrai géant des échanges de crypto-monnaies. Récemment, un tribunal américain les a condamnés à payer 500 000 dollars. Pour, je cite, exploitation sans enregistrement. C'est ça. Et à première vue, dans un secteur où l'on jongle avec les milliards au quotidien, un demi-million de dollars, ça ressemble presque à une erreur d'arrondi. Ou à une simple tape sur les doigts, quoi. Ouais, ça paraît dérisoire. Mais le contexte change tout. Complètement. Là où l'histoire devient glaçante pour ceux qui suivent ça de près, c'est que ce demi-million s'ajoute à une sanction colossale. Près de 300 millions de dollars qu'ils ont déjà dû verser. Au département de la justice américain, le fameux DOJ. Oui. En janvier dernier. C'est énorme, hein? En fait, j'aime bien voir ça comme un immense jeu de chaises musicales. Pendant 10 ans, toute l'industrie a dansé frénétiquement sans se soucier des règles. Tout le monde profitait de la musique. Et là, paf, la musique s'est arrêtée d'un coup. Et les autorités distribuent des amendes mortelles à quiconque opère sans la chaise officielle de la conformité légale. L'image des chaises musicales est super intéressante. Mais il y a une différence majeure dans ce cas précis. La musique ne s'est pas arrêtée d'un coup. Ah bon? Comment ça? En fait, le DOJ a laissé la musique tourner au ralenti pendant des années. Ils ont d'abord envoyé des avertissements, ils ont ciblé de très petits acteurs. Et l'industrie a juste fait la sourde oreille. Exactement. Et ici, c'est la mécanique derrière ce double coup. Les 300 millions, puis les 500 000 ensuite. Voilà. Ce n'est pas une simple punition ponctuelle, c'est une vraie stratégie d'usure calculée. L'amende de 300 millions, c'était la frappe nucléaire tactique. Le but, c'était de les assommer d'entrée de jeu. C'est ça, casser l'infrastructure financière de l'entreprise. Et surtout en voyant un signal terrifiant à l'ensemble du marché, genre aucune entité, peu importe sa taille ou si elle est basée à l'étranger, n'est intouchable. D'accord, je vois. Mais alors, pourquoi rajouter une petite amende de 500 000 dollars après un coup pareil? Parce que cette condamnation à 500 000 dollars, elle est infiniment plus pernicieuse sur le long terme. C'est le régulateur qui s'installe dans les murs, en fait. Donc c'est une forme de harcèlement administratif continu, en quelque sorte. Le DOJ refuse de lâcher sa proie. Oui, c'est de la surveillance continue. Le message change complètement. Ce n'est plus payer une amende pour vos erreurs passées, C'est quoi alors? c'est plutôt nous allons vous saigner financièrement pour chaque jour où vous n'êtes pas à 100% en conformité avec les standards de la finance traditionnelle. Ah,
Oui, c'est redoutable. Et techniquement, ça implique quoi, cette exploitation sans enregistrement? Ça signifie qu'une plateforme comme KuCoin opère simultanément comme un courtier, une chambre de compensation et une bourse d'échange. Ce qui est formellement interdit dans la finance classique. Absolument. Dans la finance classique, ces rôles sont strictement séparés pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, forcer une plateforme crypto à se conformer à cette architecture, c'est l'obliger à détruire l'intégralité de son modèle économique. Parce qu'il faut intégrer des protocoles hyper stricts. Les fameux KYC, la connaissance du client, tout ça. Ouais, et les systèmes de surveillance anti-blanchiment qui coûtent une fortune absolue à maintenir. Ça ralentit l'inscription des utilisateurs et ça détruit l'avantage concurrentiel principal de ces plateformes. Qui est la rapidité et l'absence de friction, c'est ça? Exactement. Cette fonction montre que le DOJ ne va pas se contenter de prendre son chèque. Il impose une paralysie opérationnelle jusqu'à capitulation totale de l'entreprise. Je vois, c'est une vraie guerre d'usure. Et logiquement, si le modèle d'affaires classique est devenu ce champ de mine réglementaire, on s'attendrait à ce que les géants du secteur fassent profil bas. Qui se cache en attendant que ça passe. Ouais. Qu'ils embauchent des armées d'avocats, qu'ils réduisent la voilure et qu'ils tentent de se fondre discrètement dans le moule imposé par Wall Street. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Or, c'est l'inverse absolu. Au lieu de se calmer, les leaders partent dans une direction totalement inattendue. Et là, parlons de Binance. La plus grande plateforme mondiale, oui. Ils sont carrément en train d'intégrer des marchés de prédiction directement dans leur application, via une plateforme externe qui s'appelle Predict.fun. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant stratégiquement. Mais le concept est dingue. Permettre à n'importe quel utilisateur de parier de l'argent sur l'issue des événements futurs, les résultats sportifs, les données économiques ou même les élections politiques. Et attention, ce n'est pas une petite expérience de laboratoire. On parle d'un secteur qui brasse déjà plus de 20 milliards de dollars de volume par mois. 20 milliards. Leur but assumé, c'est de transformer leur application financière en une super app, un écosystème géant qui fusionne la finance pure et le divertissement spéculatif grand public. C'est l'évolution naturelle vers l'économie de l'attention. Mais attendez, il y a un truc qui cloche. Si le DOJ vient de sanctionner impitoyablement KuCoin pour des problèmes de conformité, comment Binance espère passer entre les mailles du filet en se transformant en casino? C'est la grande question. N'est-ce pas sauter à pieds joints sur la mine réglementaire? C'est de la provocation à ce stade. C'est un mouvement extrêmement audacieux, c'est sûr. Ça ressemble à une provocation frontale. Mais en analysant les rouages technologiques, on comprend que c'est une manœuvre d'évasion hyper sophistiquée. Une manœuvre d'évasion, en attirant encore plus l'attention. Pour saisir l'enjeu, il faut comprendre l'économie de la super app, comme vous l'avez mentionné. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la ressource la plus rare, ce n'est plus le capital. C'est l'attention humaine. Exactement. Inspirez-vous des modèles asiatiques. Si une application permet à un utilisateur de trader du Bitcoin, de payer son loyer, de discuter avec des amis et de parier sur les élections, tout ça sans jamais fermer l'application, L'entreprise obtient un monopole cognitif total sur cet utilisateur. voilà. Binance sait très bien que les revenus issus des simples frais de transaction vont fondre avec la régulation. Donc ils doivent monétiser l'engagement psychologique. Le monopole cognitif, c'est très clair d'un point de vue stratégique, mais juridiquement parlant. C'est là que l'astuce opère. Parce que proposer des paris sur la réalité à des millions d'utilisateurs, c'est la garantie de voir débarquer toutes les commissions des jeux et de la finance en même temps, non? Normalement, oui. Mais c'est là que la nature décentralisée de la technologie modifie complètement le rapport de force. Comment ça? Un pari reste un pari. Contrairement à un site de paris traditionnel où l'entreprise agit comme un bookmaker, c'est-à-dire qu'elle fixe les cotes, prend les paris et décide unilatéralement du gagnant, un marché de prédiction décentralisé fonctionne autrement. Donc Binance ne joue pas le rôle du bookmaker. Non, pas du tout. Ils utilisent des contrats intelligents sur la blockchain. L'application ne fait que fournir l'interface visuelle. Les probabilités et les cotes sont déterminées mathématiquement par l'offre et la demande. D'accord. Mais qui valide le résultat à la fin pour distribuer l'argent, si ce n'est pas Binance? Le système s'appuie sur ce qu'on appelle des oracles. Ce sont des réseaux décentralisés qui importent des données du monde réel vers la blockchain, sans aucune intervention humaine centrale. Ah, malin. Donc l'astuce juridique, c'est de dire aux régulateurs, on n'organise pas de paris, on fournit juste une infrastructure logicielle neutre. Exactement. C'est pas nous, c'est le code. Les utilisateurs choisissent de s'en servir. C'est brillant sur le papier. Mais en pratique, un juge américain va regarder l'application, voir qu'elle génère des profits massifs sur des paris et frapper avec la même sévérité. Vous avez tout à fait raison. Le code a beau être décentralisé, l'entité derrière, Binance, est bien réelle et localisable. Donc c'est suicidaire, non?
Pas si on prend en compte le facteur temps. Les dirigeants ne sont pas naïfs. C'est pour cela que cette stratégie est une course contre la montre vitale. Le pari de Binance, en fait, c'est la rapidité d'adoption. Ils veulent aller plus vite que la loi. Le but n'est pas d'éviter éternellement la régulation, c'est d'atteindre le statut de too big to ban. Trop gros pour être interdit. Voilà, avant même que les législateurs ne rédigent les lois spécifiques à ces marchés. Si, en quelques mois, cette fonctionnalité brasse 20 milliards de façon routinière, Et que des dizaines de millions de gens l'utilisent tous les jours pour se couvrir contre l'inflation ou des risques climatiques. l'interdiction pure et simple devient un suicide politique. C'est ça l'innovation de survie. Rendre le produit tellement indispensable qu'il forcera le législateur à négocier un compromis plutôt qu'une fermeture. Franchement, le grand écart est vertigineux. D'un côté, on a cette guerre d'attrition juridique sur les anciens modèles, et de l'autre, une fuite en avant technologique à tombeau ouvert pour prendre les états de vitesse. En créant des monstres d'engagement, oui. Et au milieu de ce champ de bataille institutionnel, il y a le marché lui-même. Oui, parlons-en de l'argent. Ce qu'on appelle l'argent intelligent, les gros investisseurs. Eux, ils ne peuvent pas rester de marbre face à un risque de cette ampleur. C'est impossible. Leurs capitaux sont en jeu. Et concrètement, on observe des signaux assez perturbants qui émanent des données de la blockchain en ce moment. Des signaux de panique presque. Exactement. Prenons l'exemple de cette entité très scrutée dans le milieu qui est identifiée sous le nom de Nakamoto. Cette entité vient de procéder à une vente massive, 284 bitcoins d'un coup. C'est un volume colossal. Mais ce n'est pas que le volume qui choque. Non, c'est la méthode. Ils ont liquidé leurs actifs en encaissant volontairement une perte de 20% par rapport à la valeur de la fin d'année. Vendre à perte, à ce niveau-là, ce n'est jamais un hasard. Et c'est pas fini. Au même moment, cette entité a drastiquement réduit sa participation dans Metaplanet. Pour contextualiser pour ceux qui nous écoutent, Metaplanet, c'est cette société japonaise qui imite la stratégie de MicroStrategy. Et c'est-à-dire s'endetter lourdement pour accumuler du bitcoin et protéger sa trésorerie. C'est ça. Et là aussi, l'entité Nakamoto revend ses parts à perte. C'est hyper troublant. C'est un comportement qui défie la logique habituelle du marché. Pour essayer de rationaliser ça, c'est un peu comme si, à une table de poker où les enjeux sont gigantesques, le joueur réputé comme étant le plus calculateur décidait soudainement de jeter une main très correcte. Et accepter de perdre plusieurs millions sur le coup. Ouais, il se lève et quitte le casino. Ça envoie inévitablement une onde de choc nerveuse à tous les autres joueurs de la table, non ? Le parallèle avec la table de poker décrit très bien l'ambiance psychologique. Mais il faut y ajouter une couche de complexité inhérente à la crypto. Laquelle ? À cette table de poker numérique, non seulement le joueur jette ses cartes, mais l'architecture même de la pièce l'oblige à montrer ses cartes à tout le monde en sortant. Ah oui, la fameuse transparence de la blockchain, le on-chain. Exactement. Dans la finance traditionnelle, un grand fonds d'investissement en difficulté liquide ses positions discrètement, de gré à gré, via des courtiers opaques. Les petits investisseurs ne l'apprennent que des mois plus tard. Alors que sur la blockchain, le registre est public et ouvert 24 heures sur 24. Voilà. Quand un portefeuille massif, une baleine, comme on dit, amorce un transfert de centaines de bitcoins vers un échange, des milliers d'algorithmes sonnent l'alerte instantanément. Et quand l'analyse confirme que la vente s'exécute avec 20% de pertes sèches, la machine à spéculation s'emballe complètement. Parce qu'à ce niveau de capitalisation, liquider à perte n'est jamais une erreur de frappe. C'est une décision stratégique lourde. Mais justement, comment on peut rationaliser un truc pareil ? Quand on gère des volumes pareils, quelles sont les forces qui poussent à appuyer sur le bouton de vente avec une décote aussi violente ? En général, il y a 3 grandes mécaniques à l'œuvre face à ce type de signal. La première explication, la plus pragmatique, c'est le stress de liquidité immédiat. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de cash tout de suite, peu importe le prix. C'est ça. Même les entités massives ont des obligations en dehors de la crypto. Ça peut être pour répondre à des appels de marge sur les marchés traditionnels ou rembourser des dettes privées qui arrivent à échéance. Donc, accepter une perte de 20% sur le Bitcoin, ça devient le moindre mal pour éviter une faillite ailleurs. Exactement. Mais c'est un signe inquiétant car ça révèle que la liquidité globale est en train de s'assécher en coulisses. D'accord. Mais si on exclut ce besoin urgent d'argent frais, ça pourrait être beaucoup plus sombre, non ? C'est potentiellement l'anticipation d'un effondrement. C'est la deuxième hypothèse. Et c'est clairement celle qui génère la panique chez les petits investisseurs. Capituler aujourd'hui avec 20% de moins-value, ça traduit une conviction profonde. Laquelle ? Que ça va baisser encore plus. Que si l'on attend demain ou la semaine prochaine, la perte sera de 40 ou 50%. Le fait de se désengager simultanément de Metaplanet, ça renforce terriblement ce signal. Parce que Metaplanet est censé être un pari sur la hausse du Bitcoin. Tout à fait.
Sortir de ce titre, à perte, c'est l'aveu que l'on ne croit plus du tout à ce narratif haussier sur le court ou moyen terme. C'est acter l'arrivée d'un marché baissier violent. Et préférer sauver ce qui reste de capital, quoi. Et il existe une troisième mécanique, peut-être moins systémique et un peu plus opportuniste. Oui, la mécanique de la réallocation agressive. Si on reprend l'ensemble du tableau, d'un côté, les plateformes classiques se font écraser par des amendes comme KuCoin. Et de l'autre, les super apps et les marchés de prédiction attirent des milliards. Voilà. Le grand capital bouge vite. Encaisser une perte de 20% sur un actif mature comme le Bitcoin peut être mathématiquement justifié si cet argent est immédiatement réinjecté ailleurs. Ailleurs, vous voulez dire dans les nouvelles infrastructures décentralisées? Oui, ou dans l'intelligence artificielle liée à la blockchain, ou dans les jetons liés à ces fameux marchés de prédiction, là où les rendements espérés peuvent être explosifs. D'accord. Donc en gros, que ce soit pour payer des dettes d'urgence, fuir un crash imminent ou chasser de nouveaux rendements, le vrai problème, c'est que le marché ne connaît pas la raison exacte de cette vente. Et c'est tout le paradoxe de cette technologie. La blockchain offre une transparence totale sur les montants échangés, mais une opacité absolue sur les intentions. Et cette ambiguïté agit comme une immense caisse de résonance psychologique du coup. L'écosystème passe son temps à suranalyser ces signaux on-chain, ce qui crée un vrai climat de paranoïa. Une simple réallocation peut être perçue comme un signal de vente généralisé par les algorithmes. Ce qui déclenche des liquidations en cascade et finit par créer le crash que tout le monde redoutait au départ. C'est le serpent qui se mord la queue. La technologie, au lieu de rassurer par sa transparence, amplifie techniquement la volatilité humaine. Eh bien nous voilà donc avec une cartographie bien plus nette des forces titaniques qui s'affrontent aujourd'hui. Pour synthétiser un peu les enjeux de notre exploration, le marché actuel, c'est vraiment un laboratoire à très haute pression. C'est exactement ça. D'un côté, on a une justice qui applique une stratégie d'usure punitive pour forcer les acteurs historiques à rentrer dans un moule traditionnel qui n'a pas été conçu pour eux. Et en réaction, une innovation de survie effrénée, avec des géants qui tentent de fusionner finance et paris à grande échelle pour devenir trop indispensables pour être interdits. Et au milieu de tout ça, les grands investisseurs qui lisent cette incertitude globale et déplacent leurs capitaux à perte, ce qui déclenche des réactions en chaîne au sein d'un marché hypersensible. C'est un résumé parfait. Et c'est crucial à comprendre pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, parce que ce que l'on observe n'est pas juste l'évolution d'une simple monnaie numérique. Non, c'est bien plus vaste. C'est le crash test en temps réel de notre futur financier, de la confrontation entre le contrôle étatique et l'ingénierie logicielle. D'ailleurs, si nous voulons pousser cette réflexion sur l'ingénierie logicielle et le contrôle étatique un peu plus loin, il faut vraiment s'attarder sur le développement fulgurant de ces fameuses super apps. Celles qui intègrent les marchés de prédiction, oui. Exactement. Nous nous dirigeons vers un véritable choc de civilisation numérique. Que va-t-il se passer non seulement sur le plan juridique, mais aussi éthique et philosophique, lorsque la régulation réalisera la vraie nature du problème? C'est-à-dire, Quand l'État réalisera qu'il ne doit plus simplement contrôler l'achat d'un jeton spéculatif, mais qu'il doit tenter de légiférer sur le droit de millions de citoyens à parier collectivement. et sans aucun intermédiaire en plus. Oui, parier sur la réalité même des événements qui façonnent notre avenir commun. Waouh! Ça, c'est une question ouverte qui promet des batailles juridiques fascinantes. Et franchement, ça donne matière à réfléchir bien au-delà des simples fluctuations de marché. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage complexe et à très vite pour continuer à explorer ce qui se passe vraiment sous la surface.